Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence la lecture de L'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. Alors techniquement on a commencé à le lire la semaine dernière puisqu'on a lu l'avant-propos, mais on peut dire que c'est aujourd'hui qu'on commence vraiment à le lire puisqu'on va lire aujourd'hui l'introduction. Alors comme vous savez, ce livre a un sous-titre, c'est « Essai sur la liberté politique ». Et c'est avec ça qu'on va commencer. L'introduction du livre, c'est d'abord une réponse à la question « C'est quoi la liberté politique ?» Et bien évidemment, c'est directement lié à l'État et à une question qui va être tout aussi importante dans ce livre, et c'est avec elle que le livre commence. Cette question, c'est « À quoi sert l'État ?» Quelles sont les limites politiques et morales de son action? Dans quelle mesure peut-il légitimement employer la violence contre ses propres citoyens et de façon plus générale contre celles et ceux qui se trouvent sur son territoire? Donc en fait, répondre à la question « C'est quoi la liberté politique ?» c'est aussi répondre à la question des limites de l'action de l'État. L'État, normalement, peut intervenir pour te priver ou réduire ta liberté. Mais jusqu'où son action est-elle légitime d'un point de vue politique et aussi moral? Cette limite, en fait, selon Augien, va dépendre de quel type de liberté politique on veut. Si l'État intervient, la nature de son intervention va dépendre d'une conception de la liberté. En gros, comment l'État définit la liberté va déterminer son action. Donc, en sachant quel type de liberté on désire et pourquoi faut-il désirer ce type de liberté plutôt qu'un autre, on saura les limites de l'action de l'État. Et il y a une limite que l'État ne doit pas franchir. Parce que s'il la franchit, c'est que l'État ne respecte plus le type de liberté qu'il est censé promouvoir, et donc il s'est mis à promouvoir une autre conception de la liberté, une conception sur laquelle on n'était pas d'accord. Donc première chose à faire, c'est de choisir quelle liberté on veut que l'État articule. Quelle liberté on veut pour nous, quoi. Laquelle semble la plus juste et qui correspond le mieux à nos besoins. Et là, c'est un peu le bordel, parce qu'il y a tellement de théories de la liberté que c'est difficile d'en choisir une. Dans la première note de bas de page, Augien cite déjà Hannah Arendt, son essai « Qu'est-ce que la liberté ?» dans son ouvrage « La crise de la culture » et le philosophe Charles Larmor « The Meaning of Political Freedom » le sens de la liberté politique, dans son livre « The Autonomy of Morality », donc l'autonomie de la morale. Concernant Arendt, déjà, elle le dit dès le début de son essai, que définir la liberté, c'est un peu un bordel, mais que quand même, c'est une question capitale, parce que selon elle, la raison d'être de la politique, c'est en fait la liberté. Si on fait de la politique, c'est parce qu'on est libre, et on veut demeurer libre. Donc, comme la politique est une expression de la liberté, il faut bien savoir de quoi on parle. Genre, c'est quoi la liberté exactement, puisque toutes nos actions politiques ne sont que l'expression de cette liberté. Elle voit donc les différentes conceptions de la liberté depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et que déjà dans certaines époques de l'Antiquité, la liberté n'était pas forcément liée à la politique. La liberté intérieure, par exemple, on est libre si on ne tente pas d'aller au-delà de nos pouvoirs, et ainsi, un esclave qui accepte sa condition d'esclave serait libre. C'est Épictète, le stoïcien par exemple. Être libre dans l'Antiquité, ça veut tout simplement dire exercer un pouvoir, et selon Épictète, le plus grand pouvoir qu'on peut exercer, c'est sur soi-même. Donc on est libre lorsqu'on exerce notre pouvoir sur soi. Mais Arendt dit que pour pouvoir exercer ce pouvoir, il faut déjà être libre des nécessités de la vie. Donc la liberté n'est pas intérieure, mais il faut être libre des nécessités extérieures d'abord. Et pour ça, l'homme doit avoir la compagnie des autres hommes, puisque à lui seul, il se libère de que dalle. Donc pour être libre, il faut une organisation entre les hommes, il faut donc de la politique. Mais la politique a créé les totalitarismes, qui ont détruit la liberté et qu'on a vu au XXe siècle. Du coup, ne faut-il pas moins de politique pour plus de liberté? Être libre, c'est être libre de la politique, finalement. En d'autres termes, moins la politique est impliquée dans nos vies, plus on est censé être libre. Et donc l'essai de Arendt, finalement, essaie de répondre à la question « Est-ce que la liberté et la politique sont interdépendantes et à quel point ?» Et pour ça, elle remonte aux anciens Grecs, puis les chrétiens, puis l'époque moderne, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas évident de savoir c'est quoi en fait la liberté et la nature de sa relation avec la politique. Surtout qu'en plus, Arendt inclut des discussions sur le libre arbitre, la souveraineté, etc. Et concernant The Autonomy of Morality, donc Larmor, lui il passe en revue plusieurs conceptions de la liberté, le concept de la liberté comme non-domination, y compris deux autres conceptions qu'on va mentionner juste là. Et même la liberté comme non-domination, c'est aussi une notion très importante et on va y revenir. Donc d'ailleurs je vous conseille de lire le livre de Larmor si vous lisez en anglais. Je ne sais pas s'il y a eu une traduction en français, mais même Augien en fait lui il donne le titre du livre en anglais, donc peut-être qu'il n'y a pas eu de traduction. Mais en tout cas c'est un bon petit condensé des théories de
de liberté politique, surtout les conceptions républicaines contre libérales de la liberté. Il parle également de la théorie de Philippe Petit, hein, c'est la liberté comme non-domination, et comme j'ai dit, on va y revenir parce que c'est une conception très très importante pour Eugien. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un beau bordel pour définir c'est quoi la liberté. Mais heureusement, parmi toutes ces théories, comme on a dit, il y a deux notions qui ressortent et qui se détachent de tout ce bordel parce qu'elles ont suscité bien plus de réflexion que toutes les autres théories et qu'elles sont bien plus claires dans leur application. Il s'agit en fait de deux conceptions de la liberté qu'on appelle liberté négative et liberté positive. Et le philosophe qui est un peu devenu la référence dans ces deux notions, c'est un mec qui s'appelle Isaiah Berlin dans les années 60. Mais il n'est pas l'originaire en fait de cette distinction, hein. Il existait bien avant lui. On peut penser notamment à Benjamin Constant, avec son fameux discours en 1819 à l'Athénée de Paris, qui s'appelle « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes ». Selon lui, en fait, la vraie liberté serait un mélange entre les deux, hein, la liberté des modernes, c'est-à-dire la liberté selon les idéaux des Lumières, c'est la liberté individuelle. L'individu doit avoir la liberté de poursuivre ses intérêts individuels sans avoir à rendre des comptes à la collectivité. Chez les anciens, par contre, la liberté est plus collective. Elle doit répondre aux intérêts de la collectivité en général, et donc la liberté individuelle est limitée ou subordonnée à celle-ci. Donc la moderne, ce serait plus de la liberté négative et l'ancienne se rapproche plus de la liberté positive. Vous trouverez d'ailleurs une mention de Benjamin Constant comme référence plus ancienne que Berlin dans la note de bas de page du deuxième chapitre du bouquin. Donc pour revenir à Berlin, il a écrit un essai qui est la référence, qui est devenu la référence en la question. Tout le monde en fait qui parle de liberté négative et positive, hein, il retourne toujours à cet essai de Berlin. L'essai il s'appelle Deux conceptions de la liberté, et vous le trouverez dans le recueil Éloge de la liberté par Berlin. En anglais c'est Two Concepts of Liberty, et le livre de Berlin où c'est tiré, c'est Four Essays on Liberty, donc 4 essais sur la liberté. Donc Berlin, d'ailleurs, il dit au début de l'essai qu'il y a plus de 200 significations données à la liberté, mais il précise que c'est ces deux conceptions dont il parle qui ont joué un rôle central et décisif dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire en fait que toutes les autres conceptions de la liberté découlent de ces deux-là. Et l'Armor les mentionne d'ailleurs dans son texte. Et on peut classer en fait toutes les conceptions républicaines, libérales, non-domination, etc., ou même les libertés dont parle Hannah Arendt, comme des libertés soit négatives, soit positives, ou peut-être même hybride. Donc il est nécessaire de voir c'est quoi en fait ces deux types de libertés et pourquoi, comme dit Berlin, elles sont, bien qu'elles sont très différentes, elles peuvent se chevaucher. Alors commençons, comme le fait Berlin, avec la liberté négative. Berlin la définit comme la région ou la zone où un sujet, qui peut être un individu ou un groupe, peut faire ce qu'il veut ou ce qu'il est capable de faire sans l'intervention d'autres personnes pour l'en empêcher. Dans les termes d'Eugien, selon la conception négative, comme je la comprends, nous sommes libres dans la mesure où personne n'intervient concrètement dans nos vies pour nous empêcher de faire ce que nous voulons ou nous forcer à faire ce que nous ne voulons pas. Donc, si on m'interdit de faire ce que j'allais ou ce que je pouvais faire, ou si on m'oblige de faire ce que je n'aurais pas fait ou ce que je ne désire pas faire, je ne suis pas libre. La liberté négative est donc pouvoir agir sans rencontrer d'obstacles par les autres. Donc là, et ça va être important pour la suite, les contraintes en fait à notre liberté ici sont purement extérieures. Tu n'es pas libre au sens politique, et on insiste là-dessus, que c'est au sens politique. Tu n'es pas libre que s'il y a des obstacles extérieurs à ta volonté. S'il n'y a aucun obstacle extérieur à ta volonté, et par obstacle, on veut dire une volonté d'une autre personne, donc en l'absence d'obstacles extérieurs, tu es considéré comme libre. Si personne ne te force à consommer une drogue dont tu es addict, tu es libre même si tu sens que la drogue a une emprise sur toi. Donc les obstacles intérieurs ne sont pas des obstacles à cette liberté. Si par exemple tu veux monter sur scène, mais tu as peur ou tu es timide par exemple, tu peux dire je ne suis pas libre, mais pas dans le sens politique de la liberté. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est précisément ça, c'est la liberté dans le sens politique. Eugien il dit la liberté négative ignore les contraintes intérieures, celles qui ont pour origine nos désirs incontrôlés ou nos croyances fausses. Même si nous sommes prisonniers de nos passions, nous serons néanmoins libres au sens négatif si personne ne nous oblige à les ressentir et si personne ne nous force à les combattre.
Donc, truc important aussi, si nos obstacles intérieurs ne sont ni causés par des causes extérieures, si personne ne nous force à les ressentir, si personne ne nous force à ressentir qu'on est timide, en nous intimidant par exemple, ou en nous harcelant, et si personne ne te force à combattre ta timidité aussi, pour monter sur scène par exemple, ben tu es libre. Personne ne peut t'obliger à prendre des cours de théâtre ou faire de la thérapie pour vaincre ta timidité. C'est à toi d'en prendre la décision. Tu décides d'aller en thérapie ou prendre des cours de théâtre. Si quelqu'un d'autre t'oblige à le faire, bah ça devient du paternalisme et c'est une notion à laquelle on va revenir. On peut imaginer la chose autrement. Si j'ai un truc que je désire, que je ne désire pas plutôt dans ma vie, et ce truc il est là, ben voilà, s'il y a un truc que je ne désire pas dans ma vie mais qui est là par l'action d'une volonté extérieure, si j'ai un truc X qui est là parce qu'on me l'impose alors que moi je ne veux pas de X, là je ne suis pas libre. Mais si le truc X est là mais personne ne m'oblige à l'avoir, même si ce truc m'empêche de faire ce que je veux faire et que je ne peux pas m'en débarrasser alors que je ne le veux pas, ben je reste quand même libre puisque personne ne me l'impose. Mais, tout aussi important, Diogien, comme projet politique, la liberté négative consiste à savoir ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Ce n'est pas avoir en tête une idée très précise de ce qu'on aimerait voir à la place. Voilà, en fait, dans la liberté négative, c'est surtout exprimer ce qu'on ne veut plus ou ce qu'on ne veut pas. Être libre au sens négatif, ce n'est pas avoir ce qu'on veut, mais plutôt ne pas avoir ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce que tu veux, ben tu es quand même libre si tu n'as pas ce que tu ne veux pas. Si ce que je veux c'est une PS5, mais je ne veux pas de Xbox, ce qui compte pour être libre ici, c'est ne pas avoir la Xbox plutôt que d'avoir la PS5. Même si j'ai pas les moyens de me payer une PS5, le fait que personne ne m'oblige à prendre une Xbox ou le fait que personne ne m'empêche d'avoir une PS5, bah tout ça, ça fait que je suis libre en fait. D'ailleurs, dans l'essai de Berlin, il dit que l'incapacité à atteindre un but n'est pas en fait un manque de liberté. Et il cite Helvétius dans une note de bas de page. La note de bas de page sur Helvétius, hein, c'est dans l'essai de Berlin, hein, c'est pas dans celui d'Ogien. En fait, Helvétius, il dit l'homme libre est celui qui n'est pas enchaîné ou emprisonné dans une géole ou terrorisé comme un esclave par la peur d'être puni. C'est juste ça. Ce n'est pas en fait vouloir voler comme un oiseau ou nager comme une baleine, par exemple. Si tu veux en fait voler comme un piaf, bah tu pourras pas, mais ça ne constitue pas un obstacle à ta liberté ou un manque de liberté. Donc, quand on parle d'obstacle issu d'une volonté extérieure qui t'est imposée. Donc la liberté négative, c'est uniquement une absence d'obstacle. Dans ce sens, c'est l'absence de ce qui est indésirable et imposé par autrui. Ce n'est pas avoir en fait la garantie de ce qu'on désire. Avoir ce qu'on désire n'est pas une liberté politique, mais plutôt une liberté personnelle, ça. Ce que tu as à demander, c'est que les choses indésirables dans ta vie, qui sont là à cause d'une volonté étrangère, soient retirées. Après, ce que tu veux faire dans ta vie, ça ne regarde que toi, en fait. Ogien donne l'exemple des revendications par les manifestants. Les manifestants, généralement, ont des revendications négatives, c'est-à-dire qu'on retire des choses, c'est-à-dire qu'on retire des obstacles à leur volonté. Quand on sort pour manifester, hein, c'est qu'on est indigné par quelque chose. Et donc, ce qu'on demande, c'est que la chose en question cesse. On demande que les violences policières, les violences sexuelles, la discrimination et l'exploitation, que le génocide des Palestiniens et l'occupation sioniste, on demande que tout ça cesse, en fait. La concentration des pouvoirs entre quelques mains, les privilèges, etc. Donc voilà, on veut que tout ça cesse. Les revendications ici portent sur ce qu'on ne veut plus. L'État, en fait, doit prendre les mesures pour retirer ce que les gens ne veulent plus. C'est bien sûr ce qu'ils revendiquent, c'est-à-dire que les obstacles qu'ils veulent en fait voir disparaître sont dus à des volontés extérieures. Arrêter la concentration des pouvoirs ou arrêter les violences sexuelles, bah ça c'est possible, puisque c'est des volontés extérieures qui causent ça. Demander un accès aux soins et à la nourriture, c'est possible, puisque ce qui empêche l'accès, c'est des volontés extérieures. En gros, en fait, tu n'as pas à te ranger derrière un programme économique ou politique bien précis quand tu manifestes. Tu peux le faire, hein, mais tu n'es pas obligé. Tu peux juste en fait manifester pour dire « je ne veux pas de cette chose-là » sans être obligé de dire ce que tu veux à la place. En gros, en fait, l'État n'a pas à savoir comment tu veux vivre ta vie ou qu'est-ce que tu désires exactement, mais comment est-ce que tu ne veux pas vivre en fait ta vie. Et s'assurer que les choses que tu ne veux pas dans ta vie ne soient pas imposées dans ta vie. Personne ne peut t'imposer ce que tu ne veux pas, quoi.
Et donc Ogier donne l'exemple des mouvements des indignés, qui ont commencé en 2011 en Espagne, puis c'est devenu planétaire. Ça dénonce les démocraties représentatives et comment en fait ils ne fonctionnent que dans l'intérêt des riches après la crise de 2008. Et donc Ogier, il dit que le mouvement des indignés, il n'a pas en fait de programme à part dire on ne veut plus que les pouvoirs économiques et politiques restent entre les mains des représentants parce qu'ils travaillent pour les intérêts du 1%. D'ailleurs, le mouvement Occupy Wall Street et le Nous sommes les 99%, c'était un mouvement indigné. Donc voilà, déjà la liberté négative, elle a ces points-là. Être libre, c'est être libre des obstacles extérieurs qui doivent être des volontés ou issus de volontés d'autrui, et c'est revendiquer qu'on nous retire ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Et dernièrement, Ogier ajoute un autre trait qui est le plus controversé d'ailleurs dans la liberté négative, et ça concerne les institutions. La liberté négative, c'est ce qu'on appelle le silence de la loi. Berlin en parle vite fait dans une note de bas de page, il cite Thomas Hobbes et Jeremy Bentham, et pour eux, l'homme libre est celui qui n'est pas empêché de faire ce qu'il a la volonté de faire. Dans cette zone de faire ce que tu veux sans être empêché, il y a ce qu'on appelle le silence de la loi. Et donc tout ce qu'il y a dans cette zone, c'est ce qui est permis par la loi. Ce qui est permis par la loi, c'est tout simplement ce dont la loi ne parle pas. La loi n'est pas silencieuse partout, il y a des domaines où elle parle, mais ces domaines-là, c'est les zones où notre liberté est limitée ou absente. Au-delà de ces zones, tu es libre. Par exemple, si tu veux te promener, il n'y a pas de loi qui te dit tu peux ou tu dois te promener. Plutôt la loi, elle dit il est interdit d'empêcher quelqu'un de se promener dans un lieu public. La loi, en fait, t'interdit juste d'interdire à autrui. Voilà ce qui fait la liberté politique au sens négatif. C'est les zones où la loi garde le silence. Donc là où elle permet des choses, contrairement aux zones où elle interdit et oblige, c'est-à-dire dans les zones où elle parle. Donc on est libre lorsqu'on est plus soumis aux lois, lorsqu'on est en dehors des zones où la loi nous interdit ou nous oblige de faire des trucs. La loi ne te dit pas tu as le droit de faire X, mais plutôt tu n'as pas le droit de faire Y, et donc tu en déduis que tu peux faire X. Si aucune loi ne t'interdit de faire X, tu peux faire X. La loi est silencieuse concernant X, et donc tu n'es pas soumis à la loi lorsque tu fais X. Plus abstraitement, on pourrait dire que la conception négative de la liberté nous demande de ne jamais confondre le fait d'être libre et celui de se soumettre à des lois qui obligent ou interdisent, fussent-elles utiles au plus grand nombre, justes, bonnes ou rationnelles. La liberté est une chose, la soumission aux lois en est une autre, complètement différente. Donc voilà ce qu'est la liberté négative, et ce troisième point va être très important. C'est-à-dire que la liberté dans le sens négatif, c'est la liberté indépendante des lois. D'accord ? La liberté, ce n'est pas la soumission aux lois lorsqu'on parle de la liberté négative. Et bien évidemment, on va revenir sur ces zones et leurs limites, surtout pour voir où est-ce que les zones, cette zone où la loi parle, où est-ce qu'elle doit s'arrêter, et la zone qui est le silence de la loi, pareil, où est-ce qu'elle commence, etc. Donc maintenant, on peut passer à la liberté positive. Alors, avant de parler de la liberté positive, il faut préciser certaines choses, puisqu'ici, on va parler de la liberté positive en relation à la liberté négative. Mais pour ça, il faut être sûr de ce qui les distingue, et ça, c'est pas toujours facile. Et Ogier le dit en se référant à un livre de Nigel Warburton. Le livre, il s'appelle Freedom, qui est un livre de vulgarisation philosophique. Alors déjà, j'adore Warburton. C'est un vulgarisateur qui a écrit plein de livres sur la philosophie. Et si vous êtes novice en philo et que vous savez pas par quoi commencer, commencez par Warburton. Ces livres sont très pédagogiques, avec des exercices, et Freedom d'ailleurs, au début de chaque chapitre par exemple, il te met une boîte avec des objectifs, genre en lisant ce chapitre, voilà les compétences que tu es censé développer, et ça c'est juste trop bien. Le premier chapitre par exemple dans Freedom, c'est sur les deux conceptions de la liberté, et parmi les objectifs, il te met être capable de reproduire les points les plus importants dans l'essai de Berlin, être capable de faire la différence entre une vérité nécessaire et un fait contingent, savoir repérer les éléments de langage émotionnel, et surtout faire la distinction entre liberté positive et liberté négative. Alors, je ne sais pas si ces livres sont traduits, c'est en anglais, donc voilà, mais si vous pouvez lire l'anglais, allez-y, faites-le, parce que ces livres sont vraiment excellents d'un point de vue pédagogique. Tu as même des exercices où ils te donnent des cas, et tu dois dire si c'est de la liberté négative ou positive. Donc vraiment, si vous voulez maîtriser les deux conceptions, lisez Freedom de Warburton. Mais ce qui est marrant, c'est que Warburton,
Il te dit que tu peux faire la distinction entre liberté négative et positive, alors qu'Ogien te dit que c'est très difficile de la faire et qu'en plus, il donne la référence de Warburton quand il dit ça. Donc du coup, voilà, ça m'a semblé un peu bizarre parce que Warburton, il semble dire en fait le contraire, mais peut-être que c'est parce que si tu te focalises sur des cas concrets, tu ne sais plus vraiment si c'est de la liberté négative ou positive, hein, parfois les deux se chevauchent, etc. Et parfois, tu as des définitions de la liberté négative qui ont des éléments de liberté positive. Et effectivement, Ogien, par exemple, dit que dans son cas, il définit la liberté négative en suivant Berlin, et on va bosser avec la définition de Berlin, justement. Et sa définition de la liberté politique, issue de la liberté négative, c'est ça, c'est l'absence d'obstacle à nos actions du fait d'autrui. Mais, il ajoute, elle précise aussi ce que la liberté politique n'est pas. Hein, il parle de la liberté négative, donc elle précise aussi ce que la liberté politique n'est pas. C'est-à-dire, premièrement, ce n'est pas la maîtrise de soi et de ses passions personnelles. Deuxièmement, ce n'est pas la participation à un projet politique bien précis. Et troisièmement, ce n'est pas l'obligation politique. Selon la conception négative, il n'y a pas d'identité conceptuelle entre la liberté et la soumission à la loi. Donc la définition que donne Ogien, il l'avoue lui-même, elle est très controversée, surtout au niveau du troisième point. Hein. Le troisième point, c'est la soumission à la loi. Donc la liberté négative, normalement, comme on a vu, c'est le silence de la loi. Mais dans la 8e note de bas de page, il dit que pas forcément. Il dit par exemple que le républicanisme qui rejette ce troisième point peut quand même être considéré comme une liberté négative. Machiavel ou Rousseau, par exemple, sont pour la liberté négative, alors que c'est des républicains. Parce qu'en fait, eux, lorsqu'ils parlent de la volonté d'autrui, ils parlent de volonté de personne, d'individu. Ils ne parlent pas de l'État, par exemple, qu'ils ne considèrent pas comme une personne, mais la volonté commune des individus. En gros, si l'État représente le peuple, obéir aux lois, c'est en fait le peuple qui obéit à lui-même. Donc personne n'obéit à la volonté d'autrui dans ce cas-là. Obéir aux lois n'est pas incompatible avec la liberté négative selon le républicanisme. Il dit, pour eux, la liberté négative consiste avant tout à passer du gouvernement des personnes au gouvernement de la loi, ou de l'empire des hommes à l'empire du droit. Voilà, ça c'est la fameuse expression de Jean-Jacques Rousseau, donc de passer de l'empire des hommes à celui des lois. Et donc, on trouve aussi l'Armor qui en parle dans The Meaning of Political Freedom. Il parle de la conception républicaine de la liberté, où effectivement, c'est pas toujours clair est-ce que c'est de la liberté négative ou positive, ou en fait, c'est une conception de la liberté négative qui, pourtant, on ne prend pas en considération ce troisième point de soumission à la loi. C'est-à-dire que la liberté négative, normalement, selon Ogien et Berlin, c'est en fait, c'est le silence de la loi, alors qu'il y en a qui parlent de liberté négative en disant que en fait, c'est en se soumettant à des lois. Donc voilà, Ogien, il se demande par contre que si la liberté négative n'est plus à respecter le critère du silence de la loi, en fait, en quoi elle est différente de la liberté positive. Et donc, puisque ça va mener à de la confusion, autant se tenir à la définition d'Ogien et de Berlin pour pouvoir la distinguer de la liberté positive, qui déjà elle-même est beaucoup plus difficile à définir que la liberté négative, selon aussi Warburton. Donc, selon Ogien, la liberté positive, elle s'oppose point par point à la liberté négative. Et on va bosser avec ça. Hein. Comme ça va être clair. Donc, la liberté positive, déjà, dès sa base, elle s'oppose à la liberté négative. La liberté négative, c'est le fait d'être libre d'une chose. C'est un mouvement négatif. Être libre ici signifie d'abord être épargné de quelque chose. Je suis libre de la maladie, par exemple. C'est échapper à quelque chose ou à son emprise, c'est-à-dire éviter, et bien évidemment, quelque chose que je ne veux pas ou que je ne veux plus. Mais la liberté négative, dans le sens politique, c'est échapper à la volonté d'autrui. C'est pas juste échapper à la maladie. Si en fait ma maladie n'est pas causée par une volonté étrangère, ou que en fait l'accès aux traitements et aux médicaments ne m'est pas interdit par la volonté d'autrui, voilà. Enfin, on peut pas dire qu'en fait être malade en fait m'empêche d'être libre dans le sens politique. Voilà, c'est plus exactement en fait la liberté négative, c'est échapper à l'intervention concrète des autres dans nos vies. C'est ça, la liberté négative, et c'est tout en fait. Ça ne va pas plus loin que ça. La liberté positive, par contre, dit que non. Se libérer, ce n'est pas échapper à l'intervention des autres, ou à ce qu'on ne veut pas, ou ce qu'on ne veut plus. Rien de ça, en fait, ne constitue une liberté pour la liberté positive. Ce qu'il faut pour être considéré libre, c'est, citation, «
c'est aussi viser le bien, un monde meilleur, une vie plus pleine. Ensuite, la conception positive n'est pas neutre en ce qui concerne le genre de personne qu'il faudrait être et le style de vie qu'il conviendrait d'adopter. D'après elle, en effet, être libre, c'est être maître de soi, c'est agir de façon juste ou rationnelle, c'est œuvrer, entre autres, au bien commun en participant activement à la vie publique. Donc, selon cette conception, si on n'agit pas moralement ou qu'on agit de manière irrationnelle, on n'est pas libre, même si personne ne nous oblige à faire quoi que ce soit. Être libre ici, c'est agir en vue d'un certain idéal. Le militant actif dans sa communauté est libre. Le type vertueux est libre. Celui qui se maîtrise est libre. Celui qui a un style de vie traditionnel est libre. Celui qui passe sa journée à jouer aux jeux vidéo et à se branler, il n'est pas libre. Les deux styles de vie ne sont pas jugés de la même manière. L'une est notamment plus valorisée que l'autre en termes de liberté. Alors que la liberté négative va considérer les deux styles de vie comme libres, tant que personne en fait ne n'oblige ces gens à agir comme ils agissent, la liberté positive par contre va considérer que le premier est libre, alors que celui qui joue aux jeux vidéo et qui se branle ne l'est pas. Et même si Berlin ne donne pas de nom de philosophes qui sont dans cette tradition, ce qui est bizarre, puisqu'il donne Hobbes, Bentham, John Stuart Mill et d'autres dans la liberté négative, mais pour la liberté positive, il ne mentionne que, très brièvement en plus, T.H. Green, un philosophe britannique qui dit qu'on est en fait les esclaves de notre nature et que donc pour être libre, il faut vivre selon notre nature. Donc ça ressemble déjà au stoïcisme, à Épictète surtout. Mais voilà, on peut aussi rajouter Épictète, les stoïciens, d'ailleurs Oggien le fait, il rajoute aussi parmi les philosophes qui parlent d'une liberté positive, les stoïciens. Donc Épictète, un esclave est libre s'il vit selon sa nature d'esclave. On trouve aussi Hegel, Rousseau et surtout Kant, avec un concept qu'on va d'ailleurs voir prochainement. Donc ces philosophes disent qu'une vie libre est une vie qui se conforme à un idéal moral et rationnel. Il faut être maître de soi, c'est ça la vraie liberté, et ce n'est pas juste en fait une licence. La licence pour la liberté positive, c'est en fait une fausse liberté. Avoir la permission de faire quelque chose pour la liberté positive ne te donne en rien une liberté. Si quelqu'un fait quelque chose dont il n'a pas la permission, mais cette chose est la bonne chose à faire, alors il est plus libre que celui qui fait tout ce qui lui est permis. Si action X est interdite, mais vous avez la permission de faire action Y et Z, mais seul X est moral, alors si vous faites X, vous êtes celui qui est libre. C'est pas celui qui fait Y et Z. Et si Y et Z sont des actions folles, égoïstes et irrationnelles, celui qui est libre, c'est celui qui refuse de les faire, même si elles sont permises, quoi. Et on verra aussi par la suite que la liberté positive voudra aussi justifier que ces actions qu'on vient de citer, folles, égoïstes, irrationnelles, ne devraient pas être permises. La liberté est une vertu qu'il faut impérativement distinguer de la licence dans la liberté positive. Cette fausse liberté qui nous conduit à suivre aveuglément nos désirs, à faire des choses folles, stupides, égoïstes, irrationnelles. Alors là, c'est intéressant de jeter un coup d'œil à la note de bas de page, parce que là aussi, les distinctions entre liberté positive et négative peuvent devenir complètement floues. Déjà, ces distinctions entre liberté d'un côté et licence de l'autre semblent être la base de la liberté positive contre la négative. On le verra aussi, c'est la base de la critique d'un défenseur de la liberté positive, Charles Taylor, un philosophe canadien, qui a écrit un essai devenu célèbre, « What is wrong with negative liberty ?» Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la liberté négative? Pour faire court, en fait, Charles Taylor dit qu'une liberté négative est une liberté qui est juste en fait une question de opportunité. Voilà. Une licence, c'est avoir la permission, donc ça veut dire avoir l'opportunité de faire quelque chose. Mais selon Taylor, l'humain a besoin de bien plus que ça. Surtout quand les choses qu'on a la permission de faire ne sont pas des cerises sur le gâteau en fait. Il y a des choses pour Taylor qu'il faut faire, pas juste avoir l'opportunité de les faire. Et donc pour lui, il faut être libre pas seulement d'obstacles externes, mais internes aussi. Par exemple, tu as l'opportunité de visiter ta grand-mère. Personne ne t'en empêche, ou voilà, personne ne t'en empêche, mais bien que ça te fasse chier de la visiter, tu dois quand même le faire, parce que c'est la bonne chose à faire, et donc du coup, ce serait légitime qu'on t'oblige
à aller visiter ta grand-mère. Quand ton père te dit on va visiter ta grand-mère et tu discutes pas, c'est en fait ça qui te rend libre. D'accord? Donc il t'oblige à être libre. Tu es libre lorsque tu fais une évaluation de tes motivations, quand tu te gouvernes, c'est-à-dire que quand tu as la maîtrise de toi-même. Quand tu prends voilà, toutes tes motivations et tu fais une évaluation et tu dis oui quand même, visiter ma grand-mère, c'est beaucoup plus important que rester et jouer à la console, quoi. Donc, quand tes désirs te démotivent d'aller chez ta grand-mère, tu es libre lorsque tu dis non, visiter ma grand-mère est plus important que de passer ma journée à jouer à la console. En gros, il y a d'autres éléments qui doivent entrer en jeu pour dire qu'une personne est libre. Par exemple, la responsabilité morale. Dans le cas de la justice sociale, par exemple, tu sens que ce qui est demandé, ça va être un peu une liberté positive. Avec la liberté négative, les gens peuvent être indifférents aux causes sociales et justifier un refus de s'engager, par exemple, ou d'être actifs dans la vie politique. Lutter contre les violences sexuelles, par exemple, ou le racisme, ça demande un engagement collectif et que tout le monde soit meilleur et responsable. Pareil avec l'écologie ou les inégalités économiques. Si on n'impose pas une certaine conduite et des limites à respecter, par exemple, comment est-ce qu'on peut avoir une distribution de richesses plus juste si on ne peut pas taxer les riches? Si on s'en tient qu'à la liberté négative, ceux qui se sont enrichis et qui polluent ont l'excuse parfaite pour ne pas prendre leurs responsabilités et rendre des comptes. La liberté négative, en fait, ça peut devenir une excuse pour l'égoïsme et l'individualisme, ou une justification de la médiocrité, etc. Mais si c'est le cas, alors pourquoi la liberté positive n'est pas très appréciée? Eh bien pour Taylor, si les gens ne sont pas très fans de liberté positive, c'est parce qu'ils y voient un risque énorme de totalitarisme ou la justification d'un ordre oppressif. Limiter la liberté à la licence éviterait des dictatures, ce qui pour Taylor est complètement fantasmé. Il y a autant de risques de tomber dans le chaos avec une liberté négative, alors pourquoi la préférer à la liberté positive? Avec seulement une liberté négative, tu n'as pas de garantie que les gens ne vont pas choisir les décisions les plus irrationnelles et les plus absurdes, ce qui conduirait aussi à une dictature. Pourquoi en fait prendre le risque avec la liberté négative, mais pas avec la liberté positive? Mais c'est quand même ça qui fait que les gens sont réticents vis-à-vis de la liberté positive. Si la liberté devient plus qu'une question de licence, on peut tomber dans un ordre oppressif. Toujours dans la note de bas de page, Augier mentionne Léo Strauss, qui dit que c'est bien la question politique par excellence. Pour Léo Strauss, par exemple, c'est sur cette distinction qu'est fondée la question politique par excellence. Elle serait celle de concilier un ordre qui ne soit pas oppression avec une liberté qui ne soit pas licence. Donc cette petite citation vers la fin, elle est tirée du livre de Strauss, Persécution et l'art d'écrire. C'est dans la dernière phrase de l'essai éponyme. En fait, le livre de Strauss est une collection de 5 essais et le deuxième s'intitule La persécution et l'art d'écrire. Et selon lui, tout le but de l'éducation et de la politique, c'est de répondre à cette question. C'est d'aller vers un idéal de liberté qui soit ni oppression, ni licence. C'est un livre intéressant et que je vous conseille de lire, même si sa thèse aujourd'hui a été très critiquée et un peu refutée. En gros, en fait, il présente la fameuse dichotomie ésotérique-exotérique. Il dit que les philosophes et plusieurs intellectuels ont produit en fait deux contenus. Un contenu exotérique qui est pour tout le monde, et un contenu ésotérique qu'il conserve pour des cercles restreints. Il dit comme en fait les sociétés prémodernes n'étaient pas très libérales sur la question des mœurs, les philosophes ils cherchaient à éviter la censure et du coup ils se gardaient d'être trop explicites dans leur écrit. Le contenu exotérique, c'était une version de leurs idées qui n'allait pas attirer de la suspicion de la part des autorités. Bref, c'est ça la thèse de Strauss, et comme j'ai dit, ça a été un peu refuté, mais quand même, ça reste toujours très intéressant à lire. Donc, bref, ce qu'il faut en fait, c'est trouver un moyen, on retourne à notre sujet, il faut trouver un moyen pour réconcilier une liberté qui ne soit pas une licence, mais sans basculer dans un ordre oppressif. Ceux qui défendent la liberté positive disent que c'est possible de faire cette réconciliation et que ça ne demande pas de polémique. Surtout qu'en plus, il y en a qui disent que même les théoriciens de la liberté négative acceptent la liberté comme non-licence.
Oggien dit par exemple que Larmor lui a montré que John Locke, philosophe du XVIIe siècle, qui est l'un des champions de la liberté négative, défend aussi une conception positive de la liberté par moment, ou de la liberté comme non-licence. Locke est connu pour son traité de gouvernement civil, et dans le 57e paragraphe du chapitre 6, sur le pouvoir paternel, il dit concrètement qu'être libre, c'est être libre des contraintes et de la violence d'autrui. Donc jusqu'ici, liberté négative. Mais il précise aussi que être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, mais agir raisonnablement. En fait, pour Locke, pour être libre, il faut agir en accord avec les lois. Et la loi de base, c'est celle de la raison. Lorsqu'on est né, on ne connaît pas encore cette loi, et donc on agit n'importe comment. C'est pour ça, en fait, qu'un enfant ou qu'un bébé n'est pas libre. Mais avant que notre esprit découvre la loi de la raison, ben voilà, oui, c'est ce que je disais, en fait, on n'est pas libre. Donc, la liberté, pour Locke, n'est pas uniquement être libre des contraintes et de la violence d'autrui, c'est agir aussi conformément à la raison, un peu comme Adam. Adam, en fait, chez les chrétiens, c'est un peu en fait l'exception, parce qu'il est le seul homme qui n'a pas connu d'État sans loi de la raison. Il a été créé de base déjà raisonnable. Donc, même la liberté négative peut admettre cette distinction entre liberté et licence. Mais comme le dit Oggien, c'est mieux de faire la distinction et de ranger la liberté négative à la licence. Donc la liberté positive, finalement, sa caractéristique la plus fondamentale, c'est qu'elle veut qu'on soit meilleur, qu'on soit le meilleur de nous-mêmes. L'homme libre, c'est l'homme qui devient lui-même, qui donne le meilleur de lui-même. La liberté positive, pour citer Oggien, elle consiste pour chaque être, individuel ou collectif, à se déterminer de façon autonome par la raison ou la réflexion, et à réaliser ainsi ce qu'il contient en lui de meilleur. En ce sens, c'est une conception perfectionniste. Et bien évidemment, il s'ensuit que la liberté positive ne respecte pas le silence de la loi. Si le but de cette liberté, c'est d'être le meilleur de soi-même, toute source de motivation qui nous pousse vers le dépassement sera immédiatement accueillie, qui nous pousse vers le perfectionnisme sera accueillie, même si c'est coercif, et même si on n'y a pas consenti. Aussi. La conception positive affirme que la liberté n'est rien d'autre que l'obéissance à la loi, dans la mesure où nous en sommes nous-mêmes les auteurs. Elle ne voit pas d'inconvénient non plus à considérer que les lois à l'élaboration desquelles nous n'avons pas participé soient des expressions de notre liberté positive. Il suffit que ces lois protègent ou promeuvent nos intérêts les plus fondamentaux, même ceux dont nous ne sommes pas conscients. Donc, vous pouvez déjà le deviner, ça va être ça le plus gros problème avec la liberté positive. Cette histoire d'intérêts profonds ou fondamentaux et même des intérêts dont nous ne sommes pas conscients. Ça implique déjà que nous ne connaissons pas forcément ce qui est bon pour nous, et donc si quelqu'un d'autre le sait, il peut nous l'imposer, il peut nous imposer des choses sous prétexte que c'est dans notre intérêt, même si on n'a pas conscience de ces intérêts-là. Donc l'obéissance à la loi n'est pas limitée qu'aux lois dont on est les auteurs, mais seulement aux lois qui, selon certains, sont justifiées parce qu'elles sont dans notre intérêt. Mais avant de passer à la critique de la liberté positive, il faut rappeler de quoi on parle précisément ici. On parle de liberté politique et non pas de liberté métaphysique. La liberté métaphysique, c'est en rapport avec le libre arbitre ou ce qui est vraiment possible ou impossible, etc. Tandis que la liberté politique, c'est autre chose. Ces deux conceptions de la liberté sont politiques et non métaphysiques. On parle ici de négative et positive, en ce sens qu'elles disent non pas ce qui est possible ou impossible, nécessaire ou contingent, mais ce qui est désirable ou indésirable du point de vue des genres de vie personnelle et de la forme de la société, ou ce qui devrait être obligatoire, permis ou interdit par la loi. Et aussi, en fait, par liberté politique, on ne parle pas de liberté politique individuelle comme la liberté de voter ou de s'associer. Les libertés individuelles sont comprises, en fait, dans la liberté politique. Donc la liberté politique n'est pas réductible à quelques libertés en particulier. Les libertés particulières ne peuvent pas être listées, en fait, tellement il y en a, genre la liberté de conscience, la liberté d'aller et venir, etc. En fait, on dit tout simplement que tout ce qui ne cause pas de nuisance à autrui est considéré comme liberté. Voilà, plutôt que de rester à les énumérer toutes les libertés, quoi. Donc la liberté politique, c'est surtout ça, c'est faire tout ce qu'on veut du moment qu'on ne nuit pas aux autres. Donc ce qui nous intéresse
dans la liberté politique n'est pas de savoir si on a le libre arbitre ou si on a toujours le choix d'agir autrement à tout moment sans être déterminé par le passé ou par des lois de la nature. Et comme on a dit en fait avec la mention d'Helvétius, les limites que la nature nous impose ne sont pas un obstacle à la liberté politique. Ils peuvent l'être à la liberté d'un point de vue métaphysique. Si je ne peux pas voler comme un oiseau ou nager comme un poisson, si je ne peux pas sauter en longueur à plus de 20 mètres sans tricher, est-ce que je suis libre? Voilà, enfin, ces questions en fait relèvent plus du domaine de la métaphysique. Est-ce que le fait que je suis déterminé par mon passé ou par la causalité fait que je suis libre? Voilà, enfin ça c'est des questions qui sont d'ordre métaphysique et ce n'est pas des questions d'ordre politique. Hein. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la liberté dans le sens politique. Donc, cela étant dit, on peut retourner maintenant au vif du sujet. Qu'est-ce qui ne va pas dans la liberté positive? Alors, Augien nous dit que, pourtant, la liberté positive semble avoir des bases solides, et elle part de jugements de bon sens. Il nous semble évident de dire par exemple, la liberté ce n'est pas la licence, la débauche. Être libre ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est faire ce qui est bien. La liberté ce n'est pas l'anarchie. Être libre ce n'est pas échapper à toute contrainte, c'est obéir à la loi quand elle est juste. Donc, toutes ces expressions, hein, vous les avez sûrement entendues et vous êtes probablement d'accord avec. Ça saute aux yeux que ces expressions sont évidentes, mais selon Augien, elles ne sont pas si évidentes que ça. Et là, on va d'abord voir deux raisons pour ça. Comme on a dit, pour la liberté positive, on est vraiment libre que et uniquement que lorsque nous agissons bien. Lorsqu'on agit de façon vertueuse, juste et rationnelle. Donc, si on agit mal, si on agit de façon injuste, cruelle et irrationnelle, on n'est pas vraiment libre. On serait dans une fausse liberté. Et donc, pour revenir vite fait à Arendt, elle dit dans Qu'est-ce que la liberté? Que les philosophes grecs ne se sont pas penchés sur la liberté parce qu'ils voyaient ça plus comme une affaire de politique. Et tout ce qui touche en fait à la politique pour eux, notamment Platon et Socrate, c'est de l'ordre du devenir, de l'illusion. La liberté comme licence serait juste une liberté politique, une liberté de l'ordre du monde des hommes, le monde des illusions quoi. C'est une liberté qui serait juste l'ombre de la liberté véritable, celle qu'on trouve lorsqu'on sort de la caverne, lorsqu'on contemple les idées. La vraie liberté, elle se trouve précisément lorsqu'on sort de la politique, lorsqu'on se tourne vers les idées, vers la vérité de l'être. Et comme les idées représentent surtout le bien, si on agit mal, c'est qu'on ne connaît pas les idées. Et la raison qui fait qu'on est ignorant, qu'on ignore le bien, c'est parce qu'on est prisonnier de nos émotions, qu'on est prisonnier de nos désirs, etc., qui justement récupèrent les pleins pouvoirs par la licence. La liberté comme licence, c'est juste en fait une liberté donnée à nos désirs, ce qui nous éloigne encore plus de la vérité. En libérant nos désirs, en réalité, on s'enchaîne à eux. Et donc, ça nous détourne de ce qui est censé faire notre bonheur, en fait, ou de ce qui est censé faire, de ce qu'on est censé faire pour être heureux, c'est-à-dire contempler les idées. Donc, celui qui agit mal, tout simplement, ignore le bien. Et parce qu'il ignore le bien, la seule chose qui le rend libre, ne le rend pas libre finalement. Et c'est ce qui amène Socrate à conclure que nul n'est méchant volontairement. Si on agit mal, c'est plus parce qu'on ne connaît pas le bien que parce qu'on veut le mal. Si vous voulez savoir où Socrate le dit, ou plutôt où Platon le fait dire à Socrate, c'est dans plusieurs dialogues. Vous le trouverez dans le Protagoras, dans le Timée, dans les Lois, il répète ça un peu partout. Pour Socrate, en fait, personne ne veut le mal, il n'y a que des gens qui ne connaissent pas le bien. Connaître le bien pour lui va automatiquement te faire agir bien. Donc si tu agis mal, c'est que tu ne connais pas le bien, voilà, c'est juste ça à faire classer. Donc ça veut dire qu'en fait, tu ne fais pas le mal volontairement. Et si tu fais quelque chose sans le vouloir, techniquement, tu n'es pas libre. Sauf que ça, c'est une affirmation très paradoxale. Et ça a d'ailleurs été le focus de la thèse de doctorat d'Augien, la faiblesse de la volonté. En gros, en fait, Augien, il est contre Socrate ici, parce que Socrate défend la thèse qui dit qu'il n'y a pas d'akrasia. L'akrasia, c'est un terme grec qui signifie la faiblesse de la volonté. Pour Socrate, si on croit quelque chose, on ne peut pas agir
qu'entre elles. La croyance est toujours assez motivante pour qu'on agisse en concordance avec cette croyance. Personne, en gros, pour Socrate, n'est hypocrite. En fait, un hypocrite, c'est juste quelqu'un qui ne croit pas vraiment en ce qu'il dit. Donc, si son comportement paraît contradictoire avec ses propos, c'est juste que son comportement correspond à sa vraie croyance, en fait, pas à ses propos. On dit donc toujours, on agit donc toujours en harmonie avec nos vraies croyances. Et comme personne ne croit que le mal c'est bien, alors personne n'agit mal par sa vraie croyance. Or, en fait, on agit que par nos vraies croyances, les croyances qu'on considère vraies. Donc si quelqu'un agit mal, c'est qu'il doit confondre le bien avec le mal. Or, si tu confonds le bien avec le mal, c'est que tu ne connais pas le bien, donc personne n'agit mal volontairement. Le gros problème en fait de cette phrase, c'est qu'elle implique qu'on ne peut pas punir les actes les plus inhumains parce que pour le coup, personne ne les a commis volontairement. Et généralement, les actes qu'on est tous d'accord qu'on peut et qu'on doit punir, c'est les actes volontaires. Mais comme on n'est pas vraiment libre, si on suit la liberté positive, du coup, les gens qui ont commis les actes les plus répugnants, on ne peut pas les punir. Dire qu'on est libre uniquement lorsqu'on est vertueux signifie que tu vas punir des gens qui ne sont pas libres. Lorsqu'ils agissent de manière non vertueuse, ils ont agi de manière non libre. Et donc du coup, ils n'ont pas agi volontairement et donc on ne peut pas les punir. On ne peut punir justement que des gens qui ont agi volontairement. À moins que tu vas donner un autre objectif à la punition pour rendre légitime, la punition, quoi. Quel autre objectif tu peux donner pour la rendre légitime de s'appliquer sur des actions non volontaires. Là, tu te retrouves un petit peu dans une position délicate, quoi. Et d'ailleurs, Ogien rappelle que c'était un peu l'excuse des nazis, et bientôt ça va être l'excuse des sionistes. On ne peut pas nous punir parce qu'on n'a pas agi librement, précisément. On n'a fait que suivre les ordres et nos lois. Et là déjà, ça ouvre des problèmes. Si tu considères que bien agir, c'est agir conformément aux lois, parce que déjà tu respectes l'autorité, et ça montre que tu pètes pas plus haut que ton cul, bravo, pour le coup, les nazis ont agi volontairement dans ce cas-là. Mais si ces lois sont injustes, alors celui qui est libre, c'est celui qui s'oppose à ces lois, pas celui qui les applique. Pour que l'obéissance aux lois soit une vertu, il faut que les lois en question soient justes. Mais puisque les nazis ont appliqué des lois injustes, alors ils ne sont pas libres. Et du coup, comment est-ce qu'on peut les punir ? Voilà. Si on va avec la liberté positive, en fait, s'ils agissent volontairement, ça veut dire qu'ils ont en fait obéi à des lois justes, et donc du coup on ne peut pas les punir. Et si on dit que les lois étaient injustes, du coup ils n'ont pas agi volontairement, et donc on ne peut pas les punir. Voilà, c'est ça en fait le problème. Et même si on accepte que être libre, c'est obéir aux lois qui sont justes, si les lois sont valides selon les critères communément acceptés, alors la soumission à ces lois n'est pas une restriction à ma liberté. Et donc du coup, si on applique ça, P. Diddy, en fait, c'est un homme libre. Si P. Diddy estime que c'est juste ce qui lui arrive, que prendre perpète est juste, donc il raisonne selon la raison, il s'est soumis à la justice, et donc il est libre. Et si en plus on suit Socrate jusqu'au bout, l'homme juste n'est pas seulement libre, mais heureux. Donc là, P. Diddy est à la fois heureux et libre s'il accepte son sort. Je sais pas vous, mais moi ça me la fout mal de dire que P. Diddy est libre et heureux. Mais ça va être en fait la conclusion, si on suit la logique de la liberté positive. Il faut se dire que quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait ou pas fait, s'il se trouve en prison pour toute la vie, à cause d'une loi juste, alors sa liberté n'est pas restreinte. Citation, la liberté positive implique, entre autres, que des citoyens rationnels devraient se sentir parfaitement libres s'ils étaient emprisonnés à perpétuité, conformément à des lois valides. Il n'est pas évident que les principaux concernés, ceux qui moisissent en prison, partagent ce point de vue. Donc voilà les deux premières raisons pour se méfier de la liberté positive. Ça nous empêche en fait de punir les actes les plus répugnants, et si on les punit, le coupable reste libre et en plus heureux. Donc on reviendra sur d'autres problèmes pour rejeter la liberté positive, puisque ces deux raisons ne sont pas les meilleures. On peut facilement trouver des contre-arguments. Et
de toute façon, en fait, juste en rejetant la liberté positive, hein, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les raisons d'accepter la liberté négative non plus. Donc bien évidemment, il faut approfondir un petit peu plus tout ça. D'ailleurs, Ogien nous dit qu'on ne peut pas accepter non plus la liberté négative comme ça, sans amendement, hein, puisque comme on l'a déjà mentionné, la liberté négative peut autant justifier des régimes totalitaires et despotiques que sa concurrente positive. Hein. Sur ça, Charles Taylor a quand même un peu raison. Donc, on ne peut pas l'endosser comme ça aveuglément dans sa forme primitive. Thomas Hobbes, par exemple, dans le Léviathan, dit qu'il n'y a pas de différence entre une république et un État despotique. Si on suit la liberté négative dans sa forme primitive, alors la liberté est juste une non-interférence physique, en fait. Tant que personne n'utilise la force pour t'empêcher de faire ce que tu veux, tu es libre. Mais il n'y a pas que la force physique pour interférer dans ta vie. On peut aussi le faire par la menace. Dans la menace, il n'y a pas de force physique. On peut te menacer par la force. Si tu fais ça ou ça, je te pète la gueule. Mais on peut aussi te menacer avec le fait de ruiner ta réputation, par exemple. Je peux avoir du pouvoir sur toi, même si je n'interviens pas physiquement dans ta vie. Et donc, si les lois font des menaces, même si elles n'impliquent pas de force physique pour t'empêcher de faire des trucs, juste en te menaçant, elles t'enchaînent, quoi. Personne, par exemple, ne t'oblige physiquement à ne pas faire de la musique alternative ou de la musique engagée, mais si tu le fais, personne ne voudra produire ta musique. Et donc, économiquement, tu vas avoir un peu le seum. C'est comme dire, en fait, tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu n'es pas libre des conséquences, hein, c'est-à-dire que tu as le droit de crever de faim, hein, si tu veux. Donc, tu peux te trouver dans une république avec plein de menaces comme ça, et qui fait qu'on se demande à quel point les gens sont plus libres que ceux qui vivent dans une dictature. Donc même si personne n'utilise de la coercion physique sur toi, tu n'es pas forcément libre, puisque les lois ne font pas... puisque les lois font de la coercion par d'autres moyens qui ne sont pas forcément physiques. Donc la liberté négative, comme simple non-interférence physique, ne fait pas, ça fait pas des gens plus libres que dans un despotisme, en fait. Hobbes dit d'ailleurs, en comparant la République de Lucas et le despotisme de Constantinople, que vous trouverez en fait la même liberté, bien que l'une c'est une république et l'autre c'est un despotisme. Un despotisme ne viole pas ne viole pas plus en fait la liberté négative qu'une république. Les deux interviennent autant dans la vie des gens. De plus, selon Catherine Larère, donc une philosophe qui travaille sur Hobbes, et qu'Ogien mentionne dans une note de bas de page, la liberté négative chez lui, c'est une liberté collective, qui s'applique plus à l'État et les institutions qu'aux personnes privées, en fait. C'est plus une liberté pour interdire aux États de s'envahir et d'intervenir dans les affaires d'autres États. Mais après, en fait, les États peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs citoyens. Donc, on ne peut pas, en fait, prendre la liberté négative, comme quoi c'est une protection contre le despotisme et l'intervention des États dans la vie privée des gens. Donc il faut une liberté négative qui soit plus qu'une simple non-interférence. Et là, Ogien se base sur un philosophe qui dit que la liberté négative doit être une non-domination et pas seulement une non-interférence. Il s'agit ici du philosophe irlandais Philippe Pettit, avec 2 T dans Pettit, et il était d'ailleurs mentionné par Larmor dans sa liste des différentes conceptions de la liberté. Et donc Pettit propose une 3e conception à la liberté qui n'est pas en fait... qui ne serait pas négative ou qui ne serait pas positive, et qu'il appelle la liberté comme non-domination. Mais en fait, la liberté comme non-domination, elle reste quand même une liberté assez négative, quoi. Le livre de Pettit, et qui va être la référence à laquelle Ogien retourne, c'est le républicanisme, une théorie de la liberté et du gouvernement. Et en anglais, c'est Republicanism, a Theory of Freedom and Government. Et donc, Pettit, il avance l'argument du maître paresseux pour montrer qu'une liberté négative qui se limite à l'intervention concrète dans la vie des gens n'est pas une liberté qui te protège du despotisme. Il dit: supposons que nous soyons les esclaves d'un maître paresseux, négligent ou bienveillant. Il n'intervient pas physiquement pour nous empêcher de faire ce que nous voulons ou nous forcer à faire ce que nous ne voulons pas. Sommes-nous libres du fait de cette abstention ? Non, répond Pettit, car être libre ne se réduit pas à être empêché d'agir comme nous le voulons, c'est aussi ne pas être soumis aux caprices d'un maître qui pourrait nous empêcher d'agir ainsi s'il en avait le désir. C'est échapper à sa domination.
Donc ici, en fait, on a un cas de domination, mais sans interférence. Et donc, normalement, on doit se considérer libre si on a un maître paresseux ou négligent ou bienveillant. C'est un peu comme pour le cas des lois républicaines critiquées par Hobbes, ou dans les dominations économiques ou raciales et sexistes. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui physiquement intervient dans ta vie pour te sentir enchaîné par des obstacles extérieurs et des obstacles dus à des volontés étrangères. C'est comme avoir un maître qui nous domine, mais qui ne nous fait pas de mal physiquement. Ce qui compte en fait dans la liberté négative selon Petite, c'est qu'on est libre de la domination. C'est le fait de n'avoir aucun maître. Être dans un régime monarchique, mais le monarque est gentil ou il est négligent ou paresseux, donc il te laisse faire ce que tu veux, bah, ça ne signifie pas que tu es libre. Avoir un roi, avoir un maître, c'est là où tout va se jouer. La liberté, ce n'est pas la non-interférence, mais plutôt la non-domination. Ce qui signifie qu'il y a des cas acceptables de l'interférence, ou plutôt de l'ingérence sans qu'elle soit des dominations, et donc nous pouvons demeurer libres même dans les interférences. S'il y a des lois qui s'imposent à nous sous prétexte qu'elles correspondent à nos besoins et intérêts profonds, c'est des ingérences. Mais si on les considère, si on considère ces lois, que ces lois ne sont pas issues d'une domination, alors nous restons libres au sens négatif de la liberté parce qu'elles ne sont pas arbitraires dans ce contexte. Ce qui fait qu'une loi est arbitraire, c'est qu'elle est issue d'une domination. Si je suis à la merci du maître ou du roi, alors tout ce qu'il m'impose sera automatiquement perçu comme arbitraire par moi. Alors, Petite précise qu'il y a différents degrés d'intensité de domination et ça peut varier d'un endroit à l'autre. Il peut y avoir une domination dans le foyer, mais ça s'inverse dans le travail. Mais le critère fondamental de la domination, c'est l'arbitraire. Être dominé, c'est être dans l'indétermination vis-à-vis des actions du dominant sur le dominé. Et donc le dominé vit un peu dans l'arbitraire. Il ne sait pas à quoi s'attendre en fait. Mais si on est dans de l'arbitraire, alors on est dominé. Et donc, ne pas être dans l'arbitraire, c'est ne pas être dominé. Et donc, s'il y a une ingérence dans nos vies, elle n'est pas un obstacle à notre liberté si cette ingérence ne vient pas d'un état arbitraire. Se soumettre à des lois non arbitraires n'est pas une restriction de la liberté négative. Si on prend la liberté négative dans son sens primitif, on dit que la liberté est assurée si personne ne nous empêche de faire ce que nous voulons ou nous oblige à faire ce qu'on ne veut pas. Mais puisqu'on peut faire ce qu'on veut et personne ne nous oblige à faire ce qu'on ne veut pas, mais on est sous la domination d'un maître qui nous laisse faire. Hein, et c'est juste qu'il ne nous fait pas chier hein, par chance ou parce que c'est à cause de son tempérament, bah, on reste quand même esclave de ce maître et donc on ne peut pas être considéré libre. Citation, Philippe Petite répond que nous pouvons être esclaves même lorsque personne ne nous empêche de faire ce que nous voulons et libres même lorsqu'on nous force à faire ce que nous ne voulons pas. C'est à partir de ces deux objections qu'il élabore contre l'image classique sa version personnelle de l'idée de liberté négative, la liberté comme non-domination. Alors, Augien est très d'accord avec Petite, hein, cette idée de la non-domination, ça lui convient très très bien. Être libre, c'est tout simplement être libre de la domination d'autrui, hein, c'est ne pas avoir de maître, pas plus ni moins. Mais on va voir que Augien, il a quand même quelques petits problèmes avec ça. Bon, déjà clairement, oui, ça s'inscrit dans la liberté négative. Warburton, déjà, a dit dans Freedom que la distinction fondamentale entre liberté positive et négative, c'est que la négative est une liberté de quelque chose. Je suis libre si la chose en question n'est pas dans ma vie, alors que la positive, c'est être libre de faire quelque chose. En anglais, la liberté négative, c'est free from something, et la positive, c'est free to do something. En gros, la liberté positive dit que ce n'est pas suffisant de ne pas avoir de maître ou de savoir ce qu'on ne veut pas. Il faut plutôt savoir ce qu'on veut et œuvrer pour l'avoir. Si je veux être un acteur, je ne suis pas libre tant que je n'en suis pas, en fait, dans la liberté positive. La liberté négative, par contre, dit que tu es libre parce que personne ne t'empêche d'être un acteur, tout simplement. Tu dis, je ne veux pas qu'on m'empêche d'être un acteur, plutôt que je dois être un acteur, en fait, dans la liberté négative. Ce n'est que dans la réalisation de l'idéal, par contre, ou vivre selon cet idéal que je suis libre du point de vue positif. Pour Augien, c'est des critères beaucoup trop exigeants et inutiles pour qualifier en fait la liberté. Hein. Il parle ici de la conception positive. Et ainsi, il préfère une conception minimaliste de la liberté et la liberté comme non-domination
elle semble un peu appropriée, en tout cas une grosse partie de la liberté comme non-domination est appropriée à cette liberté, à cette conception minimaliste de la liberté. Être libre, c'est être libre de tous les maîtres, même ceux qui ne font pas chier. Ils n'ont pas en fait à être des maîtres, même si c'est des maîtres paresseux, négligents ou bienveillants. Du coup, si on se tient à ce principe de la non-domination, que ce soit de l'État ou de la société, normalement, cette liberté ne peut pas justifier des régimes despotiques ou des inégalités sociales et économiques. Ça d'ailleurs, on va y revenir. Sauf que, comme il dit, cette définition de la liberté, comme non-domination, elle est loin de faire l'unanimité et elle a des limites. D'ailleurs, Augien dit qu'elle n'est pas si minimaliste que ça, et qu'on peut encore la réduire. En fait, pour Augien, la liberté comme non-domination, elle a des éléments moins attrayants, et Augien, il veut se débarrasser de ces éléments-là. Selon lui, il y a un supplément à la liberté comme non-domination, qui est une concession à la liberté positive, et c'est cette histoire d'ingérence légitime. Il y a des cas d'ingérence qui ne seraient pas des dominations, n'est-ce pas? Le problème avec ça, c'est comment les justifier. Comment les ingérences peuvent passer pour des non-dominations? En d'autres termes, la non-domination de Petite, elle affirme par exemple que nous restons libres même lorsque les autres interviennent dans nos vies si ces interventions sont utiles, si elles promeuvent nos intérêts profonds. Elle tend à considérer que l'obéissance aux lois, quand elles ne sont pas arbitraires, est créatrice de liberté. Donc, selon Petit, une loi n'est pas arbitraire lorsque l'intervention dans nos vies qu'elle implique est utile et promeut nos intérêts profonds. Donc automatiquement, il faut qu'une loi qui promeut nos intérêts profonds ne peut pas provenir d'une domination et donc crée de la liberté au lieu de la restreindre. Donc Petit ne dit pas seulement que la liberté c'est être libre des maîtres, c'est aussi se soumettre à des lois non arbitraires. Donc des lois qui ne proviennent pas de maîtres parce qu'elles sont utiles et servent nos intérêts profonds. Donc cette deuxième partie, ce supplément qui fait que c'est une concession à la liberté positive, et Augien propose une version de la non-domination qui n'implique pas ce supplément. La non-domination, c'est vraiment pas plus ni moins que l'absence des maîtres. Ce n'est pas en plus se soumettre à des lois non arbitraires. Ce supplément, en fait, n'est pas nécessaire selon Augien. C'est une phrase de trop, selon Augien, en référence à la pensée de trop de Bernard Williams. Williams, parce qu'en fait, Augien le mentionne dans une note de bas de page, Williams, en fait, a écrit un essai en 1976 qui s'intitule Personne, caractère et morale, que vous trouverez dans le livre Moral Luck ou Fortune morale en français. Et dedans, Williams dit « Imagine un gars qui est sur la plage et là, il voit deux personnes se noyer, un type random et sa femme. » Donc la femme du gars sur la plage, pas la femme du type random. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour agir moralement? Sauver sa femme ou le mec random? Les deux grandes théories de la morale sont la déontologie et l'utilitarisme ou le conséquentialisme. Une dit qu'il faut faire une action selon ses conséquences, il faut donc poser les choses et décider qui sauver de sa femme ou du type random aura les meilleures conséquences, et on est d'accord que du point de vue conséquentialiste, les deux personnes ont la même valeur. Du point de vue déontologique, il faut se poser aussi et réfléchir pour savoir à quel impératif catégorique il faut appliquer. Encore une fois, les deux théories donnent une valeur égale aux deux personnes en train de se noyer. Et donc, qu'est-ce que le mec doit faire? Pour Williams, toute la problématique est fausse et n'a pas lieu d'être en fait. Seul un psychopathe dans cette situation va se faire chier avec un raisonnement logique pour savoir qui sauver. La réponse est évidente, ta femme se noie, toute la réflexion est une réflexion de trop, c'est une pensée en trop. Tu avais déjà la bonne réponse en fait. Je vous laisse décider c'était quoi la bonne réponse selon la nature de votre mariage ou de votre relation. Et là en fait, Augien, il dit un peu séparé avec Petit. Il avait déjà tout bon avec liberté comme non-domination, pas la peine de rajouter le truc concernant les lois non arbitraires. Dire que tu n'as pas de maître, c'est parfaitement suffisant pour caractériser la liberté. En quoi en fait l'obéissance à des lois qui seraient justifiées parce qu'elles vont dans le sens de tes intérêts profonds, qui peuvent aussi inclure des intérêts inconscients, ceux qui sont un peu l'arnaque, en quoi en fait ça va augmenter ta liberté ou carrément créer ta liberté. Le fait en fait d'ajouter cette phrase suppose que pour être libre, il faut être également maître de soi.
Alors, ça n'empêche pas que tu t'ajoutes des lois ou des règles pour te motiver. Si tu veux être meilleur ou tu juges que c'est nécessaire que tu sois meilleur, vas-y, donne-toi aux lois que tu veux, mais tu étais déjà libre en fait. Vouloir être meilleur ou devenir meilleur ne fait pas de toi plus libre politiquement parlant. Ce qui compte, c'est que tu es libre de toute domination. Ce qui fait en fait ta liberté, c'est ta sécurité par rapport à certains dangers extérieurs. C'est tout ce qui est requis pour être libre. Donc la liberté comme non-domination n'a pas besoin d'éléments de liberté positive pour être une liberté. Il dit, pratiquement, elle trace... donc la liberté négative et comme non-domination, elle trace autour de chaque individu un large périmètre de protection qui doit le mettre à l'abri non seulement de la servitude et de l'oppression, mais aussi de toutes les formes de persécution et toutes les tentatives d'extermination. À l'intérieur de ce périmètre, elle laisse chacun libre de faire ce qu'il veut de sa propre vie. Elle ne demande à personne d'être maître de soi. Voilà. À préciser aussi, parce que ça on va le voir plus tard quand on va parler de la domination en beaucoup plus de détails, que en fait la théorie de Philippe Petit, donc certes elle exclut la domination, c'est-à-dire qu'elle dit que la liberté c'est être libre de la domination, mais on va voir aussi qu'elle peut avoir des lacunes parce que persécution et extermination par exemple ne sont pas forcément de la domination et donc la liberté comme non-domination ne va pas forcément te protéger contre la persécution ou l'extermination. Mais par contre, Augier, lui, il dit qu'en fait sa conception minimaliste de la liberté, justement, ça inclut aussi ces torts-là. En fait, la liberté minimaliste d'Augier, puisqu'elle ne demande rien de plus que la protection des individus de l'oppression, de la servitude, de la persécution et de l'extermination, donc toutes les formes on peut dire toutes les formes de domination, si vous considérez aussi la persécution et l'extermination comme une domination. Augier, il va dire plus tard, dans un autre chapitre, que pas forcément. Donc en fait, en gros, parce qu'elle exclut tout ça, c'est pour ça en fait, et qu'elle ne rajoute pas d'autres éléments à part exclure tous ces mots, à part exclure tous ces problèmes, persécution, extermination, domination et tout ça, et qu'elle ne rajoute rien d'autre, elle est minimaliste. C'est le minimum nécessaire pour parler de liberté au sens politique selon Augier. Tous les éléments qu'on ajoute, c'est des éléments contingents qui ne sont pas nécessaires pour dire « je suis libre » du point de vue politique. On peut les ajouter si ça nous chante, et surtout, en fait, personne ne nous interdit d'en ajouter. Si tu considères que c'est important d'être aussi actif dans la vie publique ou agir vertueusement, ça, personne ne peut t'en empêcher, bien sûr. Mais ces éléments rajoutent juste du sens et de la valeur à ta vie. Ils ne déterminent pas si tu es libre ou pas. Le critère pour dire « je suis libre », ce n'est pas si je fais ce que je veux ou que je considère comme valorisant, mais plutôt c'est « je n'ai aucun maître ». Je n'ai rien dont la volonté peut mettre un obstacle pour faire ce que je veux ou m'obliger à faire ce que je ne veux pas. Que je fasse ce que je veux ou ce qui est valorisant ou pas, tout ça en fait ça n'a pas d'importance pour savoir si je suis libre. Ce qui compte, c'est savoir que personne ne peut m'empêcher si je décide de le faire. Donc, conception minimaliste de la liberté politique, mais aussi une conception qui promeut la justice sociale. Donc, tu as une liberté négative qui peut garantir la justice sociale. Du coup, pas la peine de se faire chier avec la liberté positive, qui, pour garantir la justice sociale, doit mettre des critères inutiles et dont le risque de paternalisme est élevé pour arriver finalement au même résultat. Si vous avez en fait deux théories qui peuvent mener au même résultat, vous appliquez ce qu'on appelle le rasoir d'Occam pour décider laquelle adopter. Le rasoir d'Occam, alors c'est pas dans le texte d'Augier, mais c'est ce que fait Augier en fait. Ça vient de William d'Occam, un philosophe et théologien du Moyen-Âge, et très influent dans le développement de la méthode scientifique. Il dit qu'il faut raser, genre enlever tout ce qui est inutile pour faire fonctionner une théorie. Prenez celle qui a le moins d'exigence si elle mène en fait au même résultat qu'une autre. La liberté positive et négative mènent au même résultat, mais la positive est beaucoup plus exigeante, du coup prenez la négative. Il dit c'est aussi une conception robuste et étendue de la liberté politique dans la mesure où elle est extrêmement protectrice à l'égard des maux politiques et sociaux qu'un être humain peut subir, l'exploitation mais aussi la persécution et l'élimination.
Donc voilà, c'est ça l'avantage de la liberté minimaliste dans ce sens de liberté négative. Et on va voir en fait qu'elle fait tout ça beaucoup mieux que la liberté positive. Donc en gros, même si Augien sait que cette version de la liberté négative, très minimaliste, ne fait pas l'unanimité et des philosophes comme Charles Taylor la rejetteront, il faut quand même bien la considérer pour deux raisons. Il est vrai qu'aujourd'hui, la liberté négative a aussi une mauvaise réputation, parce qu'elle est souvent utilisée pour justifier l'exploitation, l'oppression, l'individualisme, soi-disant indifférent vis-à-vis de la justice sociale, et même, elle peut même jusqu'à justifier des despotismes. Selon Augien, en fait, aujourd'hui, de plus en plus d'attention est tournée vers la liberté positive, mais on va le voir, en fait, la liberté positive est plus à l'origine des maux qu'on accuse la liberté négative que la liberté négative elle-même. Et son application est beaucoup plus risquée de nous priver de certains principes qu'on ne devrait absolument pas compromettre. Du coup, les deux raisons pour préférer la liberté négative à la positive, c'est dans les mots d'Augien. La liberté négative est une conception que je trouve plus cohérente que sa rivale positive et plus en accord avec un certain nombre de croyances auxquelles il n'y a aucune raison de renoncer, comme l'importance de l'indépendance économique et sociale ou le droit de vivre selon ses préférences morales. Donc voilà, en fait, de 1, elle est plus cohérente que la liberté positive, genre elle est moins paradoxale, elle a moins d'exigences, et de 2, elle ne nous oblige pas à sacrifier des principes fondamentaux, contrairement à la liberté positive qui le demande, et qui en plus, dans la liberté négative, ces principes ne sont pas en contradiction avec les principes que promeut la liberté positive. Comme on a dit, le fait que tu n'as pas de maître, ou que rien ne t'oblige à être le maître de toi-même, ça ne t'empêche pas en fait de vivre vertueusement ou de t'engager dans je ne sais quelle cause en fait, de faire preuve de loyauté envers la nation, etc. Donc vraiment, on gagne sur tous les tableaux selon Augien. Tout ce que demande la liberté positive, déjà la liberté négative, elle te le permet en fait. Et un autre point avant de continuer, il faut préciser quelque chose en fait. Effectivement, pour un livre qui s'appelle « L'État nous rend-il meilleur ?», à aucun moment Augien ne parle vraiment de la nature de l'État. Normalement, quand tu demandes si un truc X te rend meilleur, la moindre des choses, c'est comprendre c'est quoi X ou sa nature ou son histoire. Augien, en fait, devrait passer un peu de temps à discuter des objectifs de l'État, de sa forme souhaitable, des actions légitimes qu'il peut entreprendre, et ça va nécessiter énormément de contextualisation. On sent en fait qu'il fait abstraction de plein de choses nécessaires à cette discussion, et qu'en faisant ça, oui, en fait, la liberté négative va être évidemment le meilleur choix. Mais si on parle de but de l'État, est-ce que c'est la paix civile, la justice sociale, la protection des droits de chacun, si on se demande en fait quelle forme d'État est la plus souhaitable et selon qui, pour quel peuple, à quelle époque, est-ce qu'il faut un pouvoir centralisé ou décentralisé, une formation nationale ou supranationale, qu'est-ce qu'il en est en fait? Qu'en est-il de la nature des actions de l'État? Doivent-elles être violentes ou non violentes? En fait, tout ça, ça va dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre de l'époque, de la culture, de la répartition du territoire, même du climat, des relations avec les autres États. Et donc, c'est pas toujours clair quel type de liberté est le plus approprié. Du coup, si on parle des théories de la liberté comme ça, en fait, dans l'abstrait, ça peut ressembler à de la triche et on peut dire qu'Augien se facilite vraiment la tâche. Peut-être que dans l'absolu, la liberté négative l'emporte, qu'elle est conceptuellement plus cohérente que la positive, mais là, on est dans du concret et c'est les contextes, c'est les contextes historiques, culturels, géographiques, économiques, etc., qui devraient déterminer ça. Peut-être qu'en prenant compte de tous ces facteurs, c'est plus une liberté positive qu'il faut viser, et peut-être que en examinant l'État, sa nature et son fonctionnement, on conclut que c'est toujours la positive qui marche avec la nature de l'État. Ça, Augien le sait et il le dit, qu'il se facilite la tâche dans la première partie du livre, qui est en fait la partie théorique, où il analyse encore plus théoriquement pourquoi la liberté négative est mieux que la liberté positive. Mais il développe dans la deuxième partie les conséquences concrètes de sa théorie sur la liberté politique, sur l'État en fait, et sur ses actions.
sans avoir en fait à entrer dans l'histoire ou la nature de l'État. Il est même assez humble pour admettre que c'est de toute façon au-delà de ses compétences et de son domaine d'expertise. Donc la deuxième partie, c'est la partie pratique du livre, alors que la première partie, c'est la partie théorique. Dans la deuxième partie, il va analyser avec des données concrètes pourquoi est-ce que la liberté positive est indésirable et ne doit pas être la liberté à exprimer par l'État, notamment pour des causes de justice sociale. Selon lui, si les défenseurs de la liberté positive défendent leur conception au nom de la justice sociale, par exemple, quand on regarde les problèmes de société actuelle, genre les tentatives de justifier les inégalités économiques et la fermeture des frontières, retour de la morale à l'école, projet d'élimination des criminels récidivistes, encadrement coercitif de la procréation, de la mort, de la sexualité, remise en cause de certains droits sociaux et de certaines libertés individuelles au nom de valeurs morales, etc. Donc, déjà, si vous êtes en Tunisie, tout ça, ça doit vous parler. En fait, tous ces problèmes sont justifiés non pas par une liberté négative, mais par une liberté positive. Tous les arguments qui sont contre la justice sociale se basent sur des éléments qu'on trouve dans la liberté positive, même si ceux qui donnent ces arguments vont être des capitalistes pour le marché libre. Le marché libre et le capitalisme, c'est un peu devenu le symbole de la liberté négative, et même aujourd'hui, les anticapitalistes disent que si vous défendez une liberté négative, même si vous êtes anticapitaliste, vous jouez le jeu du capital. Donc c'est la rhétorique un peu communiste pour diaboliser les anarchistes, par exemple, mais lorsqu'on regarde de plus près, c'est plutôt des notions de liberté positive qui expliquent ces injustices plutôt que les notions de liberté négative. Il y en a qui sont pour la liberté négative, les droitards aujourd'hui par exemple, mais ils ont une rhétorique tellement moralisante qu'en fait, en réalité, ils défendent pas du tout une liberté négative, mais une liberté positive. Comme le dit très bien Augien, c'est à travers de notions de mérite et de responsabilité individuelle que la liberté positive intervient pour justifier les inégalités économiques les plus révoltantes et la tendance à blâmer les victimes d'un ordre social qui ne leur laisse pratiquement aucune chance de vivre décemment. C'est à travers les idées de protection de l'identité des communautés nationales que la liberté positive intervient pour justifier les entraves les plus injustes à l'ouverture des frontières. C'est à travers les idées de valeurs morales, famille, travail, famille, patrie, dignité, etc., que la liberté positive intervient pour rejeter les revendications et à la libéralisation de l'encadrement coercitif de la vie, de la mort, de la sexualité. Donc encore une fois, si t'es tunisien, là, en fait, t'es en mode DiCaprio sur son siège dans Inglourious Basterds. Ah oui, c'est vraiment nous, ça c'est vraiment nous. Donc, voilà, en fait, si on se plaint d'une stagnation et d'une forte réaction au niveau des mœurs, et qu'on trouve en fait une montée de la justification des inégalités économiques et sociales par la morale, là en gros, en fait, s'il y a quelqu'un qui casse les couilles avec la morale, avec la liberté positive, déjà c'est pas le wokisme, croyez-moi. Certes, il y a une liberté positive qu'on trouve à gauche, et on va en parler, mais l'essentiel, c'est pas la liberté négative qui fait chier, et qui fait en fait stagner la justice sociale, c'est plutôt la liberté positive, et c'est ça le propos d'Augien dans ce livre. On a à la fois des raisons intellectuelles ou conceptuelles de prendre une attitude sceptique vis-à-vis de la liberté positive, mais on a également des raisons politiques de le faire. Et donc, face à tout ça, Augien veut défendre une liberté qui, dans ses mots, est libertaire pour les mœurs et égalitaire du point de vue économique et social. Et il pense que seule la liberté négative, au sens minimaliste, peut procurer une défense philosophique de cet idéal égalitaire et libertaire. On n'aura pas besoin en fait de sacrifier l'un pour l'autre, ou l'égalité ou la liberté, c'est juste un faux dilemme en fait. Il fallait juste une liberté négative minimaliste. Alors ça veut dire quoi, libertaire pour les mœurs et égalitaire économiquement et socialement? Augien est direct, et il ne mâche pas ses mots sur ce point-là. Il dit en fait que la liberté minimaliste, elle est extrêmement permissive pour tout ce qui concerne les relations sexuelles ou autres entre adultes consentants, et elle admet pratiquement sans aucune réserve la liberté de disposer de son corps et de sa propre vie, qui inclut celle de changer de forme extérieure ou de sexe, de mettre ses capacités de procréer ou de donner du plaisir à la disposition d'autrui comme rétribution, de se nuire à soi-même en se suicidant ou en utilisant des drogues de toutes sortes, etc.
Voilà, ça c'est pour le côté libertaire, donc très progressiste sur les mœurs. Tu peux faire tout ce que tu veux sexuellement tant que c'est entre adultes consentants. Tu as le droit de faire ce que tu veux de ton corps et de ta vie sans pour autant considérer que ton corps est ta propriété. On verra plus tard, enfin dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, que la propriété de soi ou de son corps, elle est problématique et très paradoxale contrairement à notre intuition. Mais Augien, il dit qu'on peut facilement justifier notre droit de disposer de notre corps voilà, de notre corps comme on veut, sans pour autant passer par cet argument du mon corps c'est ma propriété. Bref, pour lui, tant que c'est consentant et tant qu'on ne cause pas de tort à autrui, on peut faire absolument tout ce qu'on veut de notre corps. On peut changer de sexe si ça nous chante, on peut se prostituer, on peut prendre de la drogue, on peut donner ou vendre nos organes, on peut porter des enfants pour quelqu'un d'autre, genre une mère porteuse, on peut se mutiler, se suicider, etc. Ce qui compte, en fait, c'est que ces choix n'ont pas été faits sous une pression qu'on peut qualifier de domination, par exemple. Et on a vu que domination, c'est très large chez Augien. D'ailleurs, on va y revenir. La domination ne se limite pas à la présence physique d'un maître qui te force à faire quelque chose. Si tu te lances dans la prostitution parce que quelqu'un de particulier t'y oblige, c'est clairement de la domination. Mais si tu le fais parce que tu es dans la sauce, parce que tu as besoin d'argent, genre tu vis dans la pauvreté ou tu as des dettes à payer, etc., c'est aussi de la domination. Donc Augien ne justifie pas du tout le fait de profiter de la détresse de quelqu'un pour lui faire des actes qui l'indignent. Loin de là. Mais ça, comme on a dit, on va en reparler. Mais c'est aussi compris dans le côté égalitaire de la liberté négative d'Augien. Il dit que la liberté négative minimaliste, elle rejette par ailleurs toute forme de discrimination sexiste, raciste, xénophobe dont l'injustice n'a plus besoin d'être démontrée, ainsi que la plupart des inégalités économiques, car contrairement à ce qui est de plus en plus souvent affirmé, elles n'ont aucune justification morale. Donc voilà, en fait, c'est clair, il n'y a aucune justification morale des inégalités. Ça ne veut pas dire en fait qu'on ne peut pas les justifier, juste en fait qu'aucune justification ne peut être une justification morale ou reposer sur une valeur morale. Bon, après, je ne sais pas en fait quel genre de justification tu peux amener pour justifier des inégalités, mais voilà, enfin moi je dis carrément qu'il n'y a aucune justification des inégalités, qu'elle soit une justification morale ou autre. Mais en tout cas, lui, voilà, enfin, Augien, il n'exclut pas la possibilité, enfin, il ne dit pas en fait s'il y en a, et s'il y en a, il ne dit pas lesquelles, mais en tout cas, il n'exclut pas la possibilité de peut-être tu peux justifier des inégalités sur d'autres bases que la morale. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que l'inégalité, par exemple, entre les riches et les pauvres est moralement justifiée. Genre, les riches seraient plus intelligents ou plus travailleurs que les pauvres, et donc l'inégalité qui en résulte serait justifiée. Si on essaye d'introduire de l'égalité entre eux, ce serait une injustice en ce sens moral envers les riches, quoi. Donc ça, c'est complètement du bidon. Ou aussi, on ne peut pas utiliser les valeurs morales comme « Ah, il est pauvre parce qu'il n'est pas vertueux ou studieux » ou c'est encore... Voilà, en fait, ça c'est juste en fait, ou c'est juste en fait d'interdire l'accès à un immigré parce que voilà, enfin c'est des sauvages, etc. Donc ça aussi, c'est un peu la rhétorique qu'on entend, genre les mecs balancent des dingueries sur des gens et ils s'en sortent. Les immigrés, voilà, enfin c'est des voleurs et des violeurs. Donc comme eux, ils ont aucun code moral, ça justifie moralement qu'on les expulse ou qu'on les maltraite. C'est comme l'argument qui justifie moralement un viol parce que la victime l'a provoqué, quoi. Donc bref, il n'y a rien qui peut justifier sur le plan moral des disparités économiques et sociales, puisque ça impliquerait une conception positive en fait de la liberté. Mais sur ça aussi, on va revenir. Donc toute la deuxième partie en fait du bouquin, elle porte justement sur ça, sur en fait pourquoi est-ce que aucune de ces inégalités ne peut être justifiée moralement et pourquoi en fait toutes les justifications qu'on apporte pour justifier ces inégalités, en fait elles sont juste abjectes, elles sont complètement fausses. Dernièrement, pour maintenir en fait l'idéal égalitaire et libertaire dont Augien parle, il est impératif de parler des limites de l'action de l'État pour mener à bien ses objectifs. En d'autres termes, l'État ne peut pas utiliser n'importe quel moyen pour réaliser cet idéal égalitaire et libertaire. Toute utilisation de la force par l'État, et là Augien est intransigeant, tout usage de la force doit être justifié, c'est-à-dire que sa nécessité a été démontrée sans laisser place au moindre doute.
L'usage de la menace et de la force par l'État contre ses propres citoyens et plus généralement contre ceux qui se trouvent sur son territoire doit être parcimonieux. Sa nécessité et son urgence doivent être démontrées au-delà de tout doute raisonnable. Il ne doit jamais être disproportionné ni indifférent aux conséquences, même envers les pires criminels. Donc voilà, même si l'État va infliger une violence envers des gens qu'on considère tous comme exécrables, par exemple, et tout le monde serait indifférent à leur sort, ou alors tout le monde souhaite les voir souffrir infiniment au point où la punition risque d'être disproportionnée, l'État se doit de ne jamais violer ce principe. Pas de violence disproportionnée, peu importe pour quel but. En Tunisie aussi, ça doit vous parler les punitions disproportionnées pour donner un exemple, et comme ça on maintient la paix civile. Ça, c'est une violation du principe d'usage parcimonieux de la force par l'État. La violence dont fait l'État fait... on la voit en fait dans les événements récents, et ça démontre en fait à quel point en fait l'État est en train de violer ce principe, qu'il est en train d'utiliser une force disproportionnée et qui ne donne aucune justification pour cet usage qui soit au-delà de tout doute raisonnable. Donc selon Ogien, l'application de la liberté négative minimaliste, elle conduit à 3 critères pour évaluer les actions et les interventions coercitives et non coercitives de l'État. Permissivité, égalité et usage parcimonieux de la force. Lorsque l'État ne les respecte pas, ces interventions sont injustes du point de vue que je défends tout au moins et qu'on n'est pas évidemment obligé de partager. Mais donc voilà les 3 limites de l'action de l'État. L'État est là pour assurer la permissivité au niveau des mœurs, il est là pour s'assurer que tout le monde fait ce qu'il veut tant qu'il ne nuit pas aux autres, et on a déjà expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par nuisance. On rappelle que nuire, ce n'est pas offenser, mais porter un préjudice concret sur des personnes concrètes, pas sur des idées, des symboles ou des concepts. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais voilà, cette distinction entre préjudice et offense, on aura l'occasion d'y revenir. Donc l'État, il est là aussi pour assurer l'égalité économique et sociale entre les gens. Comme il n'y a pas de justification morale des inégalités, on se demande qu'est-ce qui justifierait le refus de l'État de combattre les inégalités sociales et économiques. Et finalement, à aucun moment, il est légitime pour l'État d'user disproportionnellement de sa force et doit toujours démontrer la nécessité de ses actions au-delà de tout doute raisonnable. Par exemple, une peine de 2 ans pour un tag, parce que oui, c'est arrivé en Tunisie, clairement, ça c'est du gaspillage des ressources de l'État et une violation du 3e critère. Bref, je vous laisse décider par vous-même si vos États respectent effectivement ces 3 critères. Et d'ailleurs, selon Ogien, on n'a pas besoin de connaître la nature de l'État ou de lui donner une définition bien claire pour dire qu'il doit obéir à ces 3 critères. Et ça, c'est valable pour tout type d'État selon Ogien, ou du moins les États qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'État-nation, mais aussi l'État mondial. Alors, l'État mondial ou l'État-monde, c'est un concept du philosophe marxiste Jacques Bidet, dans son livre L'État-monde, libéralisme, socialisme et communisme à l'échelle mondiale. Et en gros, en fait, selon Bidet, la globalisation a fait qu'il faut des institutions internationales qui peuvent en fait agir sur et avec les États-nations. Du coup, ça a fait ce que Bidet appelle un système mondial, et puis en fait la concrétisation de ces institutions coercitives, juridiques, économiques, militaires et même politicaires, il commence en fait à ressembler un peu à un État mondial. Et cet État mondial qui est pris en fait entre le capitalisme néolibéral d'un côté et le socialisme de l'autre, parce que ces 2 tendances, selon Bidet, sont des tendances extrêmes de la classe dominante. Une est pour les forces du marché, l'autre est pour les forces de l'organisation. Et donc, du coup, les deux, c'est des tendances bourgeoises, en fait. C'est la classe dominante qui contrôle tout, en fait, et qui récolte les biens du marché. Donc, pour s'en émanciper, il faut bien évidemment un État-monde communiste. D'ailleurs,
La structure du livre est très intéressante, hein, celle de Bidet, parce qu'il est divisé en 3 parties, une philosophique, une sociologique et une historique. Et à chaque partie, il y a des sous-parties qui s'adressent soit à des philosophes, soit à des historiens, soit à des sociologues, des féministes, des citoyens, etc. Bon, bref, ça on s'en fout, hein, c'est juste... en fait, le fait est que je trouve ce livre très intéressant et je le recommande pour tous ceux qui s'intéressent à la géopolitique d'un point de vue marxiste, ou même à l'histoire du marxisme ou son évolution, parce que le premier chapitre dans le livre de Bidet, ben, justement, c'est une histoire du marxisme de ses débuts jusqu'au XXIe siècle. Donc voilà, ça peut vous servir d'introduction au marxisme, quoi. Pour revenir en fait à Augien, il dit que tout État, qu'il soit national ou État mondial comme chez Bidet, doit respecter en fait ces 3 critères. Hein, voilà. Maintenant, vous saurez quand est-ce que l'État essaye de vous retirer votre liberté. En fait, si un de ces 3 critères n'est pas respecté par l'État, il n'y a plus de liberté politique. Voilà, tout simplement. Donc, finalement, on peut conclure en disant que, en fait, on peut dire que la liberté politique commence là où la liberté de l'État s'arrête. Certes, Augien n'a pas donné une définition de la politique, hein, ce qui semble nécessaire quand on parle de liberté politique, et il l'avoue. Mais il dit qu'il faut faire attention avec les définitions parce que, parce qu'elles peuvent en fait restreindre une chose au-delà du nécessaire. Il passe en revue 3 théories de la politique et montre à chaque fois que si on définit la politique ainsi, c'est trop réducteur. Il commence déjà par la définition de Max Weber, qu'il donne dans le Politique et le Savant. Donc Max Weber et ses disciples, eux, selon Augien, ils limitent la question du politique à celle du pouvoir coercitif d'État, sa conquête, son appropriation et son usage. En d'autres termes, en fait, pour Weber, il n'y a pas de pouvoir politique qui soit non étatique. Or, on sait que c'est faux, hein, qu'il y a plein d'actions collectives qui cherchent à modifier les organisations sociales sans passer par l'État ou ses pouvoirs coercitifs. C'est d'ailleurs très dangereux de supposer que seul l'État, bénéficiaire de pouvoirs politiques, ou que tout pouvoir politique doit être étatique. Hein, c'est très dangereux de dire ça. On va tout droit vers un régime totalitaire avec ça. Donc évidemment, si on réduit le politique qu'à ça, seul l'État peut avoir une liberté politique, et donc du coup, les individus, eux, n'ont pas droit à une liberté politique. Ça ressemblait à ce que Catherine Lallaire disait concernant l'État de Hobbes. Et donc du coup, que Hobbes, en fait, comme on a dit, c'est en fait la liberté et la souveraineté, tout ça, ça ne s'applique que à des États, ça ne s'applique pas à des individus. Deuxièmement, il y a la théorie de Bernard Williams qu'il développe dans son livre « In the beginning was the dead, Realism and Moralism in Political Argument ». Donc, au début, il y avait les morts, réalisme et moralisme en argument politique. Alors, il ne me semble pas qu'il est traduit en français, mais en gros, selon Williams, il y a 2 conceptions du politique, une moraliste et l'autre réaliste. Et Augien les résume très très bien, il dit « Pour le moraliste, la politique n'est rien d'autre que l'ensemble des moyens de réaliser une certaine vision du bien commun, du bien humain, pardon. Dans cette perspective, le politique est subordonné à l'éthique. Pour le réaliste, la politique n'est rien d'autre qu'un ensemble de moyens d'imposer ou de préserver la paix civile en dépit de désaccords moraux fondamentaux. Dans cette perspective, le politique est complètement indépendant de l'éthique. » Donc voilà, les 2 positions sont claires. Si on est moraliste, la politique, c'est faire ou viser le bien. Si on est réaliste, le but de la politique, c'est éviter que les gens s'entretuent. Cependant, pour Augien, ni l'une ni l'autre ne doivent être adoptées par l'État, en fait. L'État ne doit pas promouvoir l'une plus que l'autre parce que son boulot, et on le verra plus loin aussi, c'est d'être neutre du point de vue de la morale. S'il choisit une idéologie morale, même si c'est la réaliste, qui exclut la morale de la question politique, il a quand même enfreint son principe de neutralité. En gros, ce n'est pas à lui de décider sur ces questions. Plutôt, son métier, c'est s'assurer qu'il y a toujours la place pour ce débat. Pour Augien, la conception du politique doit toujours être assez large pour que les 2 positions soient entendues et débattues. Si on doit en fait proposer une définition du politique, il faut une définition qui soit très large. Il me semble qu'une conception du domaine politique philosophiquement pertinente doit être assez large pour admettre la légitimité de ce débat. Alors bien évidemment, selon Augien, si on doit avoir ce débat, c'est surtout
parce qu'il assiste à une montée de la conception moraliste au sein de l'État. Il dit que l'État est injustement en train de préférer une vision plutôt qu'une autre et de l'imposer comme si en fait le débat est clôturé. Donc il est en fait capital d'envisager aussi qu'il est possible d'avoir une séparation entre l'éthique et la politique. Et si on exclut cette possibilité a priori, alors on exclut la possibilité de la neutralité de l'État. L'État, en fait, ne doit être ni réaliste ni moraliste. Si on fait une séparation entre éthique et politique en parlant de l'État, alors on admet que c'est l'État qui fait la politique et donc on retombe dans le problème de Weber. Si l'État doit être réaliste, ce n'est que dans la mesure où il n'est qu'une partie de la politique, une politique très restreinte qui ne dépasse pas les 3 critères. Et bien sûr, si l'État n'admet pas de séparation entre éthique et politique et qu'il se met donc à promouvoir le bien, bah ça c'est une catastrophe. La neutralité de l'État, c'est concrètement une abstinence de l'État à promouvoir un modèle du bien parce que c'est pas du tout sa fonction. Et donc on arrive maintenant à la 3e conception de la politique, et Ogien l'apprend de l'historien britannique Quentin Skinner, dans La liberté avant le libéralisme, donc Liberty Before Liberalism. Donc le livre est une exploration de l'histoire de la théorie républicaine ou néo-romaine. Alors pour faire très court, le républicanisme estime que les lois qui s'appliquent sur des gens doivent être des lois consenties. Skinner appelle ça l'État libre. Un État libre est un État qui n'impose rien à ses citoyens sans leur consentement. Et c'était en fait une idée qu'on trouve dans le républicanisme romain, d'où la théorie néo-romaine. Donc là, il faut donc en premier établir que les gens sont libres naturellement, c'est la doctrine des droits naturels qui existe indépendamment de l'État. Je suis d'abord libre et ensuite on parle de l'organisation juridique et légale de l'État pour préserver ces droits. Si le libéralisme les protège, il faut d'abord les établir, donc la liberté avant le libéralisme. Mais il dit dans le premier chapitre, il y a 3 chapitres en fait dans le bouquin de Skinner, il est très court d'ailleurs parce que c'est la transcription d'une conférence. Donc dans le premier chapitre, il dit que les néo-romains ne parlent pas de liberté individuelle mais collective. Et donc ça fait en fait une tension entre la liberté qui est celle de l'État, ou plutôt le collectif que l'État représente, et plus précisément le Parlement. La théorie romaine passe toujours par le Parlement. Donc le collectif est plus large que l'État. Mais ici, le domaine politique serait la participation à la vie collective et publique, à la liberté commune. Et donc du coup, on tombe dans une liberté positive ici. Ça, en fait, c'est en tension avec la liberté individuelle. Tout le 2e chapitre du livre de Skinner, c'est sur ça, en fait. Et Ogien résume très bien cette tension en disant que cette 3e conception du politique se joue en fait entre certains qui voient le domaine des projets collectifs, de la participation active à la vie publique et en particulier à l'élaboration des lois qui devront être mises en œuvre par l'État et auxquelles l'ensemble de la communauté devra obéir. Pour d'autres, c'est celui des relations conflictuelles entre l'individu et l'État. Donc, en fait, Ogien, il trouve que c'est très problématique comme manière de définir la politique. Non pas parce que ça exclut l'État de la politique, ça, d'ailleurs, je suis pour, et je pense qu'Ogien aussi. Si on trouve des formes d'organisation politique qui respectent les 3 critères sans passer par l'État, faisons-le. Mais ce qui est problématique ici, c'est que ça exclut les conceptions individualistes de la politique. Les conceptions du vivre ensemble font que l'individu doit participer à la vie publique. C'est ce qu'on appelle la conception sociale de la politique, qui est radicalement opposée à la conception individualiste de la politique. La politique, en fait, pour cette première conception, c'est-à-dire pour la conception sociale, se fait par des groupes, alors que la deuxième dit qu'elle se fait au niveau individuel. Les choix personnels des individus sont tout autant des choix politiques, indifféremment de leur implication ou relation avec des conceptions du vivre ensemble ou du bien commun, etc. Le souci en fait de la conception sociale, c'est qu'elle veut exclure la conception individualiste. Et bien sûr, ça vient comme de la droite que la gauche. Ogien parle surtout du conservatisme dans ce bouquin, plutôt que du progressisme, donc plus de ce qu'il y a à droite idéologiquement parlant que de la gauche, mais le progressisme aussi, peut-être,
peut avoir en fait une liberté positive et peut être tout aussi à cheval sur ça que le conservatisme. Donc la conception sociale du politique qui s'oppose à l'individualiste, vous la trouverez en fait à droite comme à gauche, que vous soyez conservateur ou progressiste. Mais quoi qu'il en soit, sans souci, en fait, le souci d'Augien, c'est que pour elle, la conception individualiste n'est pas politique. Elle exprime plutôt une certaine forme de rejet du politique. Donc en fait, la conception sociale vire complètement la conception individualiste du politique. Puisque l'individualisme est en dehors du politique, alors automatiquement, la liberté n'est plus individuelle. Limiter le domaine du politique à seulement l'engagement social, où l'action collective et publique, c'est sortir les conceptions individualistes. Et donc, si on va parler de liberté politique, on est obligé d'en parler que pour les collectifs ou les États. Et donc la liberté négative sera en fait une liberté uniquement au sens hobbesien, comme l'a mentionné Lallaire. Ça s'applique qu'à des individus, ça s'applique en fait qu'à des collectifs, ça ne s'applique pas à des individus particuliers. Mais dans ce cas, plus rien ne la distingue de la liberté positive. Et donc, retour à la case départ. Donc, comme pour Williams, là aussi, les conceptions sociales et individualistes doivent rester dans le débat. Et l'avantage, c'est que l'individualiste, lui, n'empêche pas la conception sociale, alors que la conception sociale empêche l'individualiste. Si l'individualisme se met à exclure la conception sociale, ça ne peut être que dans un contexte très néolibéral, un peu à la Thatcher, mais pour le coup, ça va avoir recours à plein de justifications morales pour ça, parce qu'il va falloir justifier les inégalités que ça engendre, et donc on va être obligé d'aller chercher ces justifications du côté de la liberté positive de nouveau. Donc, comme dit Augien, une conception du domaine politique, pour être philosophiquement pertinente, doit être assez large et minimaliste pour laisser place à tous ces débats. En d'autres termes, limiter a priori le domaine du politique au vivre ensemble, à l'action collective, au monde commun, à la participation active à la vie publique, c'est exclure sans argument toutes les conceptions purement négatives et individualistes de la liberté politique, ce qui est une forme de dogmatisme injustifié. Voilà donc pour cette vidéo, on vient de lire l'introduction, on a répondu plus ou moins à c'est quoi en fait la liberté politique pour Augien. Donc voilà, la semaine prochaine, on va commencer la première partie du bouquin qui va parler de la liberté positive et négative en beaucoup plus de détails. Donc ça va être toute la partie théorique et qui a en fait 6 chapitres, donc les 6 premiers ou les 5 en fait il me semble, oui les 5 premiers chapitres du livre en fait c'est la première partie, et à partir du 6e, j'allais dire 16e, à partir du 6e chapitre, on va entrer dans la deuxième partie qui va parler des inégalités économiques et comment en fait les inégalités économiques n'ont aucun sens moral, et on va aussi parler des inégalités sociales également, qu'on ne peut pas en fait les justifier sur le plan moral. Donc voilà, première partie qui va être très théorique, on va encore parler de liberté négative et positive, et notamment la liberté comme non-domination, et on va voir un petit peu aussi où est-ce que c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles, où est-ce que ça coince. Et voilà, deuxième partie, on va parler des inégalités et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça très intéressant. Comme d'hab, abonnez-vous, le petit pouce bleu, le petit commentaire et tout ça, ça fait plaisir. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la lecture du premier chapitre de L'État nous rend-il meilleur par Ruven